Rabelais le plus de danger pour une résine. Celui qui vient de très loin, du Canada, et tout ça parce que, comme son nom l'indique, il ne recherche pas son propre avantage, ce qui, par des ans, est évidemment plus trouvé. Il nous vient donc de l'Université de Québec à Rimouski, où il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire. Il a consacré de nombreux travaux à la rhétorique et à la poétique au XVIe siècle, aux femmes écrivains au XVIe siècle, mais le cœur de son travail, et actuellement c'est encore plus vrai, c'est Rabelais, auquel il a consacré un premier livre qui s'appelle La rhétorique épistolaire de Rabelais, 2003. Il a co-dirigé des ouvrages collectifs sur Rabelais, et il nous promet très prochainement un livre qui fera date. Rabelais, éditeur du pronostic, où il nous fera part de sa magnifique découverte de l'édition du pronostic d'Hippocrate, édité par Rabelais en 1537. Et le livre paraîtra prochainement et nous en saurons beaucoup plus et autrement sur la question de la médecine chez Rabelais. Et je lui donne la parole aujourd'hui pour la question de la dette qui est celle du Gargantua à l'égard des œuvres de Policien, les Angeli Polizzelli Opéra et Jean-Sébastien Gay 1533, et ce que Rabelais a dérobé pour son Gargantua. Merci beaucoup. Alors je voudrais d'abord remercier très chaleureusement Romain Millini et Nicolas Le Cadet de leur gentille invitation. Alors les plus perspicaces d'entre vous auront aisément reconnu la variation que propose le titre de mon intervention sur un passage du prologue de Gargantua où le narrateur accuse Ange Policien d'avoir plagié Plutarque, Héraclide Pontique, Eustathie, Fornute dans leurs interprétations allégoriques de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère. Une telle accusation de plagiat pourrait suggérer une hostilité de Rabelais lui-même à l'égard de ce grand humaniste florentin, si l'on concluait trop rapidement à une convergence de vues entre narrateur et auteur. Un critique du XIXe siècle, comme Olindo Guerini, supposait même, à partir de ce passage, que Rabelais non seulement méprisait Policien, mais qu'il tenait toute l'érudition italienne en piètre estime. Heureusement, les travaux de Richard Cooper, parmi d'autres, sont venus depuis apporter un démenti à une telle conclusion en montrant tout l'intérêt que portait Rabelais à l'Italie et à la littérature italienne. Or, dans le cas de Policien, je pense que la question mérite une attention particulière, ne serait-ce que parce que Rabelais l'évoque explicitement à deux occasions dans Gargantua, dans le prologue, comme nous venons de voir, mais également au chapitre 24, alors que le héros éponyme, en compagnie de son précepteur, récite des vers du Rusticus de l'humaniste florentin. Cette évocation explicite par Rabelais d'un contemporain est suffisamment rare pour révéler une dette importante à l'égard de Policien, véritable maître en humanisme de l'auteur de Gargantua. C'est du moins ce que nous entendons montrer dans la suite de cette communication à partir d'une découverte récente, à savoir l'édition que Rabelais a publiée en 1533 chez l'imprimeur lyonnais Sébastien Griffe des opéras de Policien. Bien que cette édition ne comporte pas le nom de Rabelais, elle est néanmoins signée par lui en raison de la présence au colophon de sa couronne de lierre comportant un chevron avec deux croix pattées en chef et un oiseau en pointe, et sa devise complète en grec, Tuque agate xun théo, à la bonne fortune avec Dieu. Comme nous l'avons montré ailleurs, cette marque gravée est celle de Rabelais, éditeur des anciens et des modernes, que l'on trouve dans 5 autres éditions publiées par ses soins à Lyon dans les années 1530, y compris dans certaines de ses publications originales, comme l'Almanach pour l'an 1535, récemment retrouvé par Alessandro Vitale Brovarone. Alors je passe tout de suite à mon premier point, donc cette édition rabelaisienne des opéras de Policien. Évoquons donc pour commencer cette édition rabelaisienne des opéras de Policien. Pour mener à bien son travail éditorial, Rabelais s'inspire de la précédente édition de l'œuvre de l'humaniste florentin
paru chez le même imprimeur, Sébastien Griffe, en 1538, et publié en 2 tomes. Le sous-titre ajouté en 1533 insiste sur le fait qu'il s'agit d'une édition revue et corrigée. Omnia, iam, recens, amendis, repurgata, donc entièrement revue et corrigée récemment. Bien que la nouvelle édition de 1533 distribue désormais les opéras en 3 tomes, les interventions de Rabelais se limitent en réalité au seul tome premier réunissant les lettres et les miscellanées de Policien. Donc des mélanges, des essais sous forme de mélange philologique, si on veut gloser le terme savant de miscellanée. Alors, comme dans ses autres éditions savantes, Rabelais intervient dans les orthographica, l'index et les manchettes. Pour ce qui est des modifications orthotypographiques, entre 1528 et 1533, on relève un certain nombre de variantes de ponctuation et de graphie, tout à fait dans l'esprit de ce qu'avait bien mis en évidence Mireille Huchon dans son Rabelais grammairien. Si l'on prend à titre d'exemple la première lettre du livre 1 de Policien, on constate que Rabelais privilégie, par exemple, les 2 points en lieu et place de la virgule pour marquer les limites des propositions, ce qui est conforme à ses habitudes éditoriales dans d'autres éditions néolatines parues à la même époque. Par ailleurs, Rabelais supprime le H de autor, qui est souvent écrit A-U-T-H-O-R en néolatin au XVIe siècle, et qu'il écrit lui plutôt autor, A-U-T-O-R. Et de la même façon, il va réduire systématiquement la diphtongue A-E à E dans un mot comme seculum, qu'on voit souvent écrit sous la forme saeculum, donc S-A-E-C-U-L-U-M, mais Rabelais lui tient systématiquement à l'écrire seculum, S-E-C-U-L-U-M, selon un système orthographique que l'on trouve dans ses autres éditions néolatines de la même période. Mais par-dessus tout, ce que l'on trouve comme modification importante dans cette édition de 1533 se rapporte à l'index et aux manchettes. Et par rapport à l'édition de 1528, Rabelais introduit 201 ajouts, 91 suppressions et 74 variantes pour un total de 366 modifications, ce qui correspond à plus de 46% des 780 entrées de l'index de 1533. Alors, parmi d'autres ajouts relatifs à la médecine et au droit, Rabelais est soucieux de mettre en évidence les figures de l'humanisme italien par l'introduction de nouvelles entrées d'index correspondant à des manchettes imprimées en regard du texte sous forme de notabilia, destinées donc à mettre en évidence ce que le lecteur doit noter ou retenir. Et, par exemple, vous avez la liste qui s'affiche à l'écran, l'éloge d'Ange Policien, l'éloge de Battista Alberti qui a écrit le De Re Aedificatoria, fortune de Bartolomeo Scala, éloge de Jean Pic de la Mirandole, Landino, précepteur de Policien, muse de Pic de la Mirandole, éloge de Pic de la Mirandole, bibliothèque de Laurent de Médicis, Giovanni de Medici, subséquemment pape Léon X, Giuliano de Medici, etc., etc. C'est là simplement quelques exemples des ajouts de Rabelais relatifs aux figures marquantes de l'humanisme italien. On ne s'étonnera donc pas que Gargantua, rédigé peut-être en parallèle avec ce travail éditorial sur Policien, sinon immédiatement après, fasse écho aux œuvres de l'humaniste florentin. Et je passe donc à ma deuxième partie, Policien et le choix de la langue vernaculaire. Dans cet index de 1533, Rabelais ajoute une entrée qui est Politiani opera lingua vernacula, que vous voyez reproduite en facsimilé tout au haut de la diapositive qui s'affiche à l'écran, et qui signifie donc œuvre de Policien en langue vernaculaire, qui renvoie à la miscellanée 22 de l'humaniste florentin, dans laquelle Policien commente le vers Nusquam Graecula quod recantat echo de Martial. L'humaniste florentin interprète le passage comme une référence au vers à la mode grecque construit de manière à imiter l'écho. Alors je propose ma propre traduction du passage latin. Si je ne me trompe, écrit Policien, il s'agit de vers faits de telle sorte que les réponses données par le personnage écho, qui complète le sens et imite son habitude de répéter les derniers mots, soient placées à la fin. J'ai fait de tels vers en langue vernaculaire qui, portés par les harmonies d'Henri Isaac, sont maintenant célébrés par les musiciens.
Je les avais dédiés il y a environ 10 ans à Pietro Contarini, gentilhomme vénitien à l'esprit élégant qui les réclamait alors vivement, ainsi qu'à quelques autres hommes de lettres. De fait, Policien a été le premier à composer un poème en écho, Supinum Carmen, en langue vernaculaire italienne. Il s'agit de Pan et Echo, dédié effectivement à Pietro Contarini. Et donc, cette pièce a été dédiée vers 1479-1481, mais peut-être composée avant. Rabelais, bien qu'il n'ait jamais écrit de poème en écho, a néanmoins construit les répliques de Pantagruel à Panurge, au chapitre 9 du tiers-livre, sur le même principe de reprise du dernier mot de la réplique précédente, variante en prose de la chanson de Ricochet. Il faut donc voir dans cette pratique par Rabelais de la chanson de Ricochet dans le tiers-livre une double référence au colloque écho d'Érasme et aux considérations de Policien sur le poème en écho. Il est cependant surtout significatif que Rabelais ait noté cet unique passage des opéras où Policien fait référence explicitement à son œuvre vernaculaire. Il devait s'agir pour Rabelais d'une caution importante à ses yeux, puisque ses deux autres maîtres en humanisme, Érasme et Budé, se refusaient pour l'essentiel à écrire en langue vulgaire. Dans l'exemplaire que Rabelais possédait des Opuscula de Pietro Bembo, publié l'année auparavant en 1532, chez Sébastien Griffe toujours, Rabelais avait annoté, cette fois à la main, l'emploi de la langue vernaculaire par cet humaniste vénitien. Vous voyez le passage à l'écran, Bembi opera vernaculo sermone, donc œuvre de Bembo en langue vernaculaire, en regard d'un passage où, effectivement, l'humaniste vénitien évoque ses œuvres en italien. Cette annotation nous révèle un Rabelais à la recherche de caution pour son propre usage de la langue vernaculaire. Si un aussi grand humaniste que Pietro Bembo revendique son œuvre en langue vernaculaire, pourquoi, lui, Rabelais, hésiterait-il donc à écrire en français? Alors je passe à mon point 3, Ridere hominis proprietas et le disin liminaire de Gargantua. Si nous nous tournons maintenant du côté de Gargantua, la présence de Policien se fait sentir avant même le prologue, au seuil de l'œuvre, dès le disin liminaire, dans le vers de conclusion bien connu, qui est une matière d'anthologie, pour ce que rire est le propre de l'homme, qu'on trouve à la page 31 de l'édition de Mihahuchon. Or, dans son édition de Policien en 1533, Rabelais ajoutait une nouvelle entrée à son index qui est Ridere homines, mais là il s'agit d'une coquille pour hominis proprietas, donc on peut traduire littéralement rire est le propre de l'homme, pour reprendre la formule de Rabelais, qui renvoie à la miscellanée 89 où Policien fustige la correction proposée par un grammairien latin Servius sur un vers de Virgile. Pour Policien qui cherche à restituer la bonne leçon du texte de Virgile, la question est de savoir s'il faut lire qui au datif singulier, comme le suggère Servius le grammairien, ou qui, QUI, au nominatif pluriel, comme le propose plutôt Quintilien dans son institution oratoire, dans le passage suivant de la 4e bucolique de Virgile. Et vous avez donc les vers de Virgile à l'écran, mais je vais plutôt vous proposer une traduction française. Commence, petit enfant, celui qui n'a pas vu ses parents lui sourire, ou celui qui n'a pas souri aux parents, un dieu ne l'a pas jugé digne de sa table, ni une déesse de sa couche. Alors, ces deux vers de Virgile auront un écho plus tard dans l'œuvre de Rabelais, notamment dans le tiers-livre, puisque Rabelais va proposer une traduction libre de ces vers de Virgile au chapitre 12 et 51 du tiers-livre, ce qui montre bien l'attention particulière que Rabelais portait non seulement à Virgile, bien sûr, mais aussi à cette miscellanée de Policien. Et donc, Policien préfère la leçon de Quintilien et considère donc que la bonne leçon, c'est qui au nominatif pluriel, et que parenthèse donc doit se comprendre comme étant au vocatif pluriel. Et dans son argumentation, il fait valoir que pour mériter les dons des dieux, l'enfant doit faire preuve de son humanité par le sourire ou le rire. C'est le passage que vous avez en bas de la diapositive qui s'affiche à l'écran. Du reste, l'homme a comme propriété spécifique le rire. Comment la vie peut-elle être la vie, comme dit Ennius, pour celui qui, en vérité, ne rit jamais? Alors certes,
L'idée que seul l'homme rit se trouvait déjà formulée, par exemple, par Aristote dans son De Partibus Animalium, sans que toutefois cette caractéristique soit érigée en propre de l'homme, comme dans le Disin liminaire de Gargantua. De telles définitions sur le propre de l'homme étaient déjà courantes dès le Moyen Âge, mais généralement ce n'était pas le rire, ridere, que le fait d'être capable de rire, risibilitas, qui était alors défini comme le propre de l'homme. En définitive, plutôt qu'une satire des définitions scolastiques des propres de l'homme, la formule finale du Disin de Gargantua apparaît plutôt comme la traduction littérale de la ridendi proprietas de Policien, gage de notre humanité, qui peut seul rendre la vie vivable. Je passe maintenant à mon quatrième point, Policien, allégoriste d'Homère et le prologue de Gargantua. Alors, le cas suivant, d'écho à Policien, se trouve dans le passage déjà évoqué du prologue où l'humaniste florentin est accusé d'avoir pillé l'œuvre de ses prédécesseurs. Et je cite cette fois-ci donc le passage au complet que l'on trouve à la page 39 de l'édition de Mireille Huchon. Croyez-vous en votre foi qu'oncle Homère, écrivant l'Iliade et l'Odyssée, pensa, est-ce allégorie, lesquels de lui ont calfrété Plutarque, Héraclide Pontique, Eustatie, Fornute, et ce que dit ce Policien a dérobé. Alors, il s'agit d'un passage particulièrement délicat à interpréter, qui met en cause la question centrale de la pertinence de l'allégorèse ou interprétation allégorique, question trop complexe pour être ici abordée. Je me contenterai donc d'éclairer uniquement la mention de Policien. Jacob le Duchat, qui est l'un des premiers grands éditeurs de Rabelais au XVIIIe siècle, a été le premier qui ait tenté un éclaircissement de cette référence à Policien dans son édition de 1711, explication qui a été depuis reconduite à juste titre par la critique rabelaisienne. Et je préfère donc citer directement le Duchat qui expose la question avec une admirable concision. Alors, il n'a pas tenu à buder que Policien n'ait passé pour un plagiaire. Il faut voir ce qu'il en écrit, page 582 de ses premières annotations sur les Pandectes, édition d'Antoine Vincent, 1563 in octavo. Il semble à entendre que Policien ait tiré toute sa préface sur Homère d'un petit livre qui n'était alors pas traduit de grec en latin et qui ne l'a été qu'en 1537, mal intitulé Plutarchus Bios Homeru, c'est-à-dire vie d'Homère par Plutarque. Rabelais, de son côté, pouvait employer un terme moins odieux que celui de dérobé, dont il semble ne s'être servi que pour faire plaisir à son ami Budé, jaloux, comme on sait, aussi bien que son ami Lascaris, de la gloire de Policien. En fait, l'éditeur du XVIIIe siècle a raison de souligner que Policien, dans son Oratio in Expositione Homeri, donc discours sur le commentaire d'Homère, aussi appelé Praefatio in Homerum, préface à Homère, adapte bien plus qu'il ne traduit littéralement, non pas l'ensemble des commentaires énumérés par le prologue de Gargantua, mais surtout la vie et poésie d'Homère du pseudo-Plutarque. Par ailleurs, il est tout à fait exact que Budé avait déjà relevé cet emprunt, qu'il n'hésitait pas d'ailleurs à qualifier de plagiat dans ses annotations au Pandecte. Rabelais ne faisant que traduire pro suo edere par le verbe dérober. Alors vous avez le passage de Budé à l'écran, je vous propose donc une traduction française, Plutarque composant un livre sur Homère qui n'a pas encore été traduit en latin, encore que Policien, homme d'une excellente culture mais d'un esprit trop peu original, comme on le voit dans le fait qu'il transcrit mot à mot les points principaux de ce livre comme s'il cueillait des fleurs, ne rougit pas de revendiquer cette œuvre comme la sienne. Alors, en dénonçant à son tour le prétendu plagiat de Policien, Rabelais souligne implicitement les affinités qu'il entretient avec Budé et soigne son image d'helléniste, de spécialiste du grec ancien, capable de déceler chez Policien les emprunts à un texte grec pour lequel il n'existait pas encore de traduction latine, voire de déceler encore d'autres emprunts passés sous silence par Budé. Rabelais montre surtout la fine connaissance qu'il avait de l'œuvre de Policien, et en particulier de sa préface à Homère, contenue au tome 3 de l'édition Griffe de 1533, que Rabelais avait lu attentivement, sans toutefois l'avoir édité, comme c'est le cas pour les lettres et les miscellanies.
Je passe maintenant à mon point 5, le préceptorat de Ponocrates, le rusticus de Policien et les automates. Alors, la seconde référence explicite à Policien se trouve au chapitre 24, alors que Ponocrates et Gargantua se retrouvent à la campagne pour se délasser l'esprit. Ce loisir reste cependant lettré, et je cite donc le passage à la page 243 de l'édition de Mireille-Huchon. « Mais encore qui cette journée fut passée sans livres et lectures, point elle n'était passée sans profit. Car en Beaupré, il recollait par cœur quelques plaisants vers de l'agriculture de Virgile, d'Hésiode, du rustique, de Policien. » Alors le fait que le jeune géant récite conjointement des vers des Georgiques, des Travaux et les Jours et du rustique tient à ce que le poème de Policien, le rustique, justement, le rusticus, se veut une introduction aux commentaires d'Hésiode et de Virgile. L'humaniste florentin avait l'habitude de déclamer des sylves lors de ses leçons inaugurales au studio de Florence en guise d'introduction aux auteurs étudiés et d'imitation des œuvres commentées. La sylve, telle qu'il la pratiquait, était en fait une variante en vers de la praelectio, de la leçon humaniste sur un grand texte de la tradition classique. En récitant de mémoire des vers de ces trois auteurs, Gargantua se livre en fait à un exercice d'interprétation dans les deux sens du terme. D'une part, le jeune géant cherche à donner sens à Virgile et à Hésiode en recourant à l'introduction de Policien, et d'autre part, il rend compréhensible le texte des trois poètes par sa parole vive et par sa propre expérience. Le fait que la récitation poétique de l'élève ait pour cadre la campagne permet de confronter cette poésie à la célébration, vouée à la célébration du travail de la terre et de la vie paysanne, à une certaine réalité dont Gargantua est non seulement le témoin, mais qu'il a également éprouvé personnellement. On rappelait tout à l'heure que dans ce passage, on relate que finalement Gargantua se livre à des travaux d'agriculture, en mettant par exemple les récoltes dans la grange et en se livrant à toute une série d'activités physiques qui est le propre de la vie paysanne. Alors le témoignage, le passage en question témoigne une fois de plus de la fine connaissance que Rabelais avait de l'œuvre de Policien, et en l'occurrence de la sylve rusticus, contenue au tome 3 de l'édition Griffe de 1533, dont l'auteur de Gargantua avait médité la leçon, bien que, là encore, il ne l'ait pas personnellement édité. Au reste, la conclusion de ce chapitre 24 porte aussi la marque de Policien, et cela dans l'épisode final, conclusif, alors que Ponocrates et Gargantua s'amusent à bâtir plusieurs petits engins automates, c'est-à-dire soit mouvant eux-mêmes. Il s'agit de la première attestation du mot automate en français, et dans son édition de Policien en 1533, Rabelais avait ajouté une manchette et une entrée d'index correspondant donc à l'étymon grec automatos, en regard d'une description de machine automate restituant le mouvement des étoiles réglé par les lois mathématiques du ciel. Et on voit donc que, là encore, de façon implicite, c'est à nouveau l'intertexte policien qui a nourri l'invention de Rabelais dans l'écriture de la conclusion de ce chapitre 24 de Gargantua. J'en viens donc à ma dernière partie, l'officium horarium et horloge ni cadran aucun à l'abbaye de Thélème. Alors, loin d'être circonscrite au passage mentionnant explicitement Policien, c'est-à-dire le prologue et le chapitre 24, cette intertextualité renvoyant aux opéras de l'humaniste florentin parcourt en fait l'ensemble de Gargantua, et cela jusqu'à l'épisode presque final de l'abbaye de Thélème. J'exclus bien sûr l'énigme en prophétie qui est la véritable conclusion de Gargantua, comme vous le savez. Alors on sait que dans cette contre-abbaye, toutes les règles prennent à rebours les conventions régissant l'univers monastique, à commencer par les heures qui y sont abolies, comme le précise le passage bien connu que je cite et qui se trouve à la page 455 de l'édition de Mireille-Huchon. Et parce que est-ce religion de ce monde, tout est compassé, limité et réglé par heure, fut décrété que là ne serait horloge ni cadran aucun, mais selon les occasions et opportunités,
seraient toutes leurs œuvres dispensées. Or, dans son édition de Le Policier en 1533, Rabelais ajoutait une manchette et une entrée d'index qui entrent en résonance avec ses œuvres abolies. Il s'agit donc de la manchette Officium Horarium, heure canoniale ou service divin, qui renvoie à une lettre de Policien à Girolamo Donna au livre 2, lettre dans laquelle l'humaniste se plaint de manquer de temps parce qu'il est sans cesse sollicité par tout un chacun, désireux d'avoir de lui une devise à graver, qui sur une épée, qui sur un anneau sigillaire, qui sur un lit, qui sur le mur d'une chambre à coucher, ou encore des vers pour une bacchanale, pour un écrit pieux, pour une pièce à interpréter à la cithare, ou encore une lettre chiffrée destinée à n'être comprise que par la maîtresse du commanditaire, etc., etc. Donc, un Policien fait une très, très longue énumération de toutes les pièces de vers ou de prose que l'on sollicite, qu'on lui sollicite, tant et si bien que le pauvre humaniste florentin est obligé de négliger ses amis, son protecteur Laurent de Médicis, et même ses devoirs de chanoine, dans un passage en regard duquel Rabelais ajoute sa manchette, et je vous propose donc une traduction du texte qui est en regard de cette manchette. Ce qui fait qu'il me reste si peu de temps pour écrire ou pour commenter que même les heures canoniales que je dois célébrer sont sacrifiées peu à peu, ce qui est une chose à peine pardonnable, je crois. En somme, bien que je ne fasse rien, je n'ai pourtant aucun loisir. Bien au contraire, comme je suis contraint de rendre service à tous en même temps, je suis incapable vraiment de rendre service à moi-même ou à un autre. Certes, à la différence de Frère Jean, Policien ici ne plaide pas pour l'abolition pure et simple de l'officium horarium auquel il est astreint. Mais on comprend aisément que, pris entre ses obligations de courtisan, d'humaniste et de chanoine, c'est en définitive son loisir de lettré et ses heures canoniales qui finissent par en pâtir, selon une hiérarchie qui ne laisse guère de doute. Même s'il souligne que négliger ses obligations de chanoine est une chose à peine pardonnable, l'emploi de la concession « credo, je crois » vient atténuer considérablement ce faux scrupule par une pointe d'ironie. À tout prendre, Policien, s'il le pouvait, sacrifierait volontiers son horarium officium au bénéfice de l'otium literatum, le loisir lettré. En somme, on pourrait dire qu'Ange Policien est un télémite qui s'ignore, dans lequel Rabelais devait assurément se reconnaître. Alors, au terme de ce parcours, il serait tentant de retourner contre l'auteur lui-même l'accusation du narrateur de Gargantua en dénonçant ce que Rabelais a dérobé à Policien. Mais ce serait commettre un anachronisme flagrant à l'égard d'une époque et d'une tournure d'esprit humaniste qui ne connaissait guère la notion moderne de plagiat et qui érigeait plutôt l'intertextualité virtuose et l'érudition sans fin en principe de composition littéraire. L'importance de Policien peut se vérifier du reste dans l'ensemble de l'œuvre rabelaisienne qui gagne à être relue à la lumière de l'édition des opéras de 1533, qu'il s'agisse aussi bien des manchettes et des entrées d'index ajoutées que des manchettes et des entrées d'index reconduites par Rabelais. Ainsi, le poème final de Pantagruel, qui est un emprunt à Policien, doit être lu selon une manchette ajoutée par Rabelais en 1533 et qui précise qu'il faut y lire le portrait satirique non pas des ordres mendiants en général, mais plus spécifiquement des franciscains. Vous voyez, c'est malheureusement pas très net à l'écran parce que le facsimilé est de mauvaise qualité, mais vous voyez in franciscanos dans l'encadré rouge, ce qui montre bien que le passage en question, qui est en regard, vise non pas n'importe quel ordre mendiant, mais plus spécifiquement les franciscains, et c'est évidemment un ajout de Rabelais qui, lui, connaissait fort bien l'ordre de Saint-François, et qui était à même, en quelque sorte, d'identifier la cible de la satire de Policien, quelle qu'ait été d'ailleurs l'intention véritable de Policien. Je pense que c'est une interprétation très personnelle de Rabelais, mais qui explique pourquoi Rabelais va reprendre précisément ce passage dans la conclusion de Pantagruel, dans un clin d'œil à Policien, mais en y voyant aussi un portrait extrêmement négatif et défavorable des franciscains. Par ailleurs, toute la réflexion du tiers-livre sur l'amour de soi qui déçoit, c'est-à-dire la philosie, gagne à être éclairée par le passage de Policien noté par la manchette reconduite par Rabelais, philotia, donc qui est l'étymon grec du terme utilisé par l'auteur du tiers-livre. De même, le nom du vaisseau amiral du car-livre, la Talamège,
s'éclaire à la lumière du passage des opéras noté par la manchette Talamegus Navis, qui donne peut-être le plus beau résumé de tout ce que l'Antiquité a, je dirais, réuni sur ce type de navire très particulier que l'on trouvait donc dans l'Égypte ancienne et qui naviguait sur le Nil et qui est bien loin d'être une sorte de gondole vénitienne comme on le voit parfois dans la glose lexicale proposée par certaines éditions de Rabelais. Il s'agit davantage d'une sorte de bucentaure, d'énormes vaisseaux, probablement le plus grand type de navire qui existait dans l'Antiquité, ce qui correspond tout à fait à l'esprit de la fiction de Rabelais dans le quart-livre. Alors on pourrait multiplier encore et encore les convergences probantes entre l'œuvre érudite d'Ange Policien et la fiction narrative de Rabelais. Mais on conclura pour l'instant en insistant sur le fait qu'il est temps de rendre à Policien ce qui lui revient et de lui accorder la place de choix qui est la sienne dans le panthéon humaniste de Rabelais, où, à la manière d'une Sainte Trinité, il y a le Père Budé, le Fils Érasme et le Saint-Esprit, ange policien. Amen.